Un panneau est cloué au-dessus de la porte d'une cabane en rondin construite à la main le long de la rivière Yaak, à l'extrême nord-ouest du Montana, là où la terre s'appuie sur la frontière canadienne, et où la forêt devient si dense, si humide et si implacable, qu'en janvier, la neige peut s'empiler sur 15 pieds de haut sans excuse. Ce n'est pas le genre d'endroit où l'on passe par hasard. C'est le genre d'endroit que l'on quitte rapidement ou que l'on choisit délibérément en sachant exactement ce que ce choix exigera de soi. Et au-dessus de cette porte patinée par des décennies de vent et de froid, le panneau dit « Celui qui vit comme il l'entend est libre ». C'est Tom Orr qui l'a écrit. Et depuis plus de 40 ans, il vit selon ces mots d'une manière dont la plupart des gens ne parlent qu'en théorie. Aujourd'hui, à 83 ans, avec un cœur qui l'effrayait autrefois suffisamment pour l'obliger à parcourir seul 80 miles jusqu'à un hôpital avec des genoux usés par 16 années de rodéo professionnel, avant même d'avoir atteint 40 ans, avec un corps marqué par les taureaux, par les chutes de bois, par une vie de travail qui aurait brisé la plupart des hommes bien avant, aujourd'hui, il est toujours là. Il se lève toujours avant le lever du soleil pour vérifier les lignes de piège. Il se tient toujours debout dans le froid brutal d'un hiver du Montana, en train d'écorcher des peaux à main nues. Il transporte toujours 8 cordes de bois de chauffage chaque automne à l'aide d'un vieux pick-up Dodge et d'une chaîne de 30 pieds. Il vit toujours obstinément et complètement selon ses propres termes. Mais plus les gens l'observent, en particulier ceux qui ont suivi sa vie pendant des années à la télévision, plus une autre question commence à se poser. Non pas celle de savoir s'il est libre, mais celle de savoir ce que cette liberté a coûté et ce qu'elle continue d'exiger. Car Tom a dit un jour quelque chose qui a marqué les gens comme le font rarement les simples déclarations. Il a dit presque avec désinvolture qu'un jour il le trouverait probablement étendu sur le bloc de chair disparu. Certains ont entendu cela comme une sombre plaisanterie, d'autres ont entendu tout autre chose. Et la vérité, comme la plupart des choses dans une vie vécue de cette manière, se trouve probablement quelque part entre les deux. Pour comprendre comment il est arrivé à cette cabane, à ce signe, à ce genre de vie, il faut remonter au point de départ. Tom Orr est né en mars de 1943 à Rockford, dans l'Illinois, deuxième fils d'un homme nommé Charles Orr. Son père se produisait dans des spectacles du Far West, un monde qui ressemblait déjà à l'écho de quelque chose de plus ancien, de plus rude, de plus proche de la terre. Charles a appris à ses fils à monter à cheval avant même qu'ils ne soient stables sur leurs pieds, leur transmettant des compétences qui disparaissaient déjà de la vie quotidienne américaine. Tom a grandi aux côtés de son frère aîné Jack dans la campagne des environs de Rockford, apprenant à s'occuper des animaux, à lire la météo, à utiliser ses mains pour construire quelque chose de durable. Sa mère Mary Jane apportait un autre type d'influence à la maison. Musicienne, elle se produisait dans des villes comme Chicago et Nashville, ajoutant une dimension artistique à un foyer par ailleurs ancré dans le travail physique et les techniques de survie. Ce contraste, entre l'artisanat et le courage, entre la performance et l'aspect pratique, a façonné Tom d'une manière qui n'apparaîtra que plus tard. Enfant, il était attiré par les histoires d'arcs et de flèches de trappe et de techniques amérindiennes. Il rêvait d'une vie qui, même à l'époque, semblait appartenir à un autre temps. Des années plus tard, il le dirait simplement sans amertume ni regret, il avait l'impression d'être né 200 ans trop tard, et il essayait encore de vivre dans un monde qui n'existait plus. À 15 ans, il a suivi cet instinct de la seule manière qu'il connaissait. Il est parti. Pas de longues conversations, pas de planification minutieuse, juste une corde de taureau, un sac de montage et un voyage dans l'Ohio, où il a participé à son premier rodéo. Personne ne l'a envoyé, personne ne l'a guidé. Il est parti, c'est tout. Cette décision a déterminé le cours des 16 années suivantes de sa vie. Il est devenu un compétiteur professionnel de rodéo dans le cadre de ce qui allait devenir l'International Professional Rodeo Association, travaillant en tant que cavalier mixte dans les disciplines du bull riding et du bronc riding. 2 épreuves qui exigent tout d'une personne et prennent souvent plus qu'elles ne donnent en retour. Il s'est qualifié 8 fois pour l'International Finals Rodeo et a remporté le Southern Region All-Around Championship en 1977, Il ne s'agissait pas d'un passe-temps ou d'une phase passagère, mais d'une carrière fondée sur le risque, la résilience, la capacité d'encaisser une punition et de se relever. Au cours de ces années, il a également fondé une famille. Sa première femme, Jeanne, faisait partie de cette vie, et ensemble, ils ont eu 2 enfants, une fille nommée Keely et un fils nommé Chad. Le circuit de rodéo n'est pas une existence stable. Il se déplace constamment d'une ville à l'autre, d'une arène à l'autre, et la famille s'est déplacée avec lui.
Quelque part, sur ces kilomètres, quelque chose d'autre a commencé à se dessiner dans l'esprit de Tom. Il a commencé à se rendre dans le Montana pendant l'été, participant à des rodéos et séjournant chez des amis dans la petite ville de Troy, près de la frontière avec l'Idaho. Et à chaque fois qu'il faisait ce voyage, quelque chose dans le paysage lui revenait. Les montagnes, les forêts, l'éloignement pur et simple de tout ce qui lui était familier, rien à voir avec les plaines de l'Illinois où il avait grandi. Ce n'était pas seulement différent, c'était aussi différent. Comme un endroit où le genre de vie qu'il avait toujours imaginé pourrait en fait être possible. C'est alors qu'est arrivé le moment qui a tout changé. Le jour de la Saint-Valentin, dans 1978, Tom est monté sur un taureau nommé Woolly Bugger. Nancy, qui allait devenir sa seconde femme, assistait à la scène dans les tribunes. Ce qui s'est passé ensuite est le genre de violence que les cavaliers de rodéo acceptent comme faisant partie de leur travail, mais à laquelle ils n'échappent jamais vraiment. Le taureau l'a projeté violemment, lui laissant une grave commotion cérébrale, et des blessures dont il a mis des semaines à se remettre. Et pourtant, comme tant d'autres cavaliers, il y est retourné, parce que c'est ce que font les hommes comme Tom. Mais quelque chose avait changé. Le bord n'était plus tout à fait le même. Il a dit plus tard que le taureau était mort 2 semaines après l'incident, et il pensait que l'impact avait également causé une commotion cérébrale à l'animal. Il en parlait sans drame, sans exagération, juste une reconnaissance tranquille de la réalité physique que l'homme et l'animal avaient endurée. 1981, après plus d'une décennie et demie dans l'arène, sa carrière de rodéo a pris fin. Ses genoux étaient usés, son corps portait les dommages accumulés au fil des années passées dans l'un des sports les plus éprouvants qui soient, et il était prêt pour autre chose. Pas quelque chose de plus facile, mais quelque chose de différent. Nancy et lui ont chargé tout ce qu'ils possédaient dans une vieille camionnette GMC 1969, un véhicule qui aurait été acheté avec l'argent gagné en vendant des peaux de rats musqués, et l'ont dirigé vers le Montana. Ils n'avaient pas de plan détaillé, ils n'avaient pas de garantie. Ce qu'ils avaient, c'était un sentiment, la conviction que d'une manière ou d'une autre, ils y parviendraient. Nancy venait elle aussi du nord de l'Illinois, et rien dans son parcours ne laissait présager qu'elle était destinée à une vie dans une région sauvage reculée, où les grizzlies pouvaient se terrer à quelques centaines de mètres de la porte d'entrée. Elle avait travaillé dans l'emballage de boîtes, vécu une vie plus conventionnelle. Mais elle a quand même suivi Tom, et plus important encore, elle est restée. Ils ont commencé par la ville de Troy, apprenant la terre, comprenant ce qu'il faudrait pour y survivre. Et puis ils l'ont trouvé, un petit morceau de terre le long de la rivière Yaak, un acre et demi qui allait devenir le centre de tout ce qui allait suivre. Ils n'ont pas engagé d'entrepreneurs, ils n'ont pas apporté de matériaux préconstruits. Ils ont construit la cabane eux-mêmes, coupant des rondins, fendant des bardeaux pour le toit, élevant la structure pièce par pièce sur une période de 5 ans. Pendant les 17 premières années, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante. Juste l'essentiel, et même cela, demandait des efforts. Nancy décrira plus tard cette époque avec une sorte d'euphémisme tranquille qui en dit plus long que n'importe quelle longue explication. Au moins, dit-elle, ils avaient un puits. La cabane se trouve encore aujourd'hui dans le comté de Lincoln, dans l'un des coins les plus reculés du Montana, plus proche du Canada que de n'importe quelle grande ville américaine. Elle se trouve dans une vallée connue pour ses chutes de neige abondantes, son isolement, et le simple fait que si quelque chose ne va pas, si un cœur tombe en panne, si un accident se produit, l'établissement médical capable le plus proche se trouve à 80 miles de là, le long d'une route étroite et impitoyable. Ce n'est pas seulement une atmosphère, c'est la réalité. La vallée de la rivière Yaak est difficile à expliquer parce qu'elle n'est pas définie par un seul extrême. C'est plusieurs extrêmes à la fois. Belle et impitoyable, calme et dangereuse. Isolée mais vivante comme la plupart des endroits ne le sont plus. Et au milieu de tout cela, Tom Orr s'est construite une vie qui suit une règle par-dessus toutes les autres. Celle qui est écrite sur le panneau au-dessus de sa porte. Une vie vécue exactement comme il l'entend, quel qu'en soit le prix. Il se trouve dans la forêt nationale de Kootenay, à environ 3000 pieds d'altitude dans le sud des monts Purcell, où le climat continental des montagnes rocheuses se heurte à l'humidité venant du Pacifique et produit ce que les écologistes classent comme une forêt pluviale, tempérée intérieure, l'endroit le plus humide de tout l'État du Montana. Les chutes de neige annuelles sont en moyenne d'environ 187 pouces, soit près de 16 pieds. La température minimale record est de -40 et 1 degré Fahrenheit. L'hiver tel que Tom le décrit dans l'émission depuis plus de 10 ans dure environ 7 mois.
L'été est bref et vraiment beau, suffisamment chaud pour atteindre 100 degrés les jours exceptionnels. Et la transition entre les deux est si comprimée que le travail de préparation ne s'arrête jamais vraiment. Soit vous faites l'hiver, soit vous vous préparez à l'hiver. Il n'y a pas grand-chose entre les deux. La vallée compte environ 338 résidents permanents, selon le recensement. Mais la population effective à l'année des personnes qui vivent véritablement de la terre, comme le fait Tom, est considérablement plus petite. Il n'y a pas de réseau cellulaire. La ville importante la plus proche, Troy, se trouve à environ 29 miles par la route. Libye, la ville la plus proche, disposant d'une véritable infrastructure médicale, se trouve à 80 miles de la cabane spécifique de Tom. Ces distances ont une signification différente selon l'âge. À 40, elles sont gênantes. À 83, avec une maladie cardiaque avérée, elles sont bien plus que cela. La situation de la faune dans le Yak mérite d'être comprise, car c'est l'un des éléments qui a rendu la vie de Tom véritablement dangereuse d'une manière que la série télévisée a documentée et parfois exagérée. L'écosystème du cabinet Yaak abrite la population de grizzly la plus menacée au sud du Canada. Environ 18 à 25 grizzlies individuels dans la partie du Yaak en particulier, faisant partie d'une zone de rétablissement que les biologistes de la faune décrivent avec des expressions telles que ténues et critiquement faibles. Il ne s'agit pas d'animaux qui existent à une distance théorique de l'habitation humaine. Plus d'une fois, Tom a trouvé des traces de grizzly à 50 mètres de sa porte d'entrée. Les loups se sont également réimplantés dans la région, devenant une menace récurrente et légitime pour quiconque élève du bétail ou piège des animaux sur leur territoire. Les lions de montagne font leur tanière dans les lignes de crête. Le lynx du Canada, une espèce menacée au niveau fédéral, se déplace dans le bois. Lorsque Tom Orr parle de la terre comme d'une chose qui exige un respect et une préparation constants, il ne parle pas de manière métaphorique. Il décrit les conditions littérales dans lesquelles il tente de maintenir une ligne de piégeage dans une vallée qui contient la concentration la plus dense de grands prédateurs dans la partie continentale des États-Unis, au sud de Yellowstone. Le danger est réel, même si les caméras de télévision l'ont parfois présenté avec une aide éditoriale supplémentaire. Tom a appris le tannage du cerveau dans un livre, une brochure de quelques pages sur les techniques amérindiennes qu'il a acheté à Billings, dans le Montana, avant même d'avoir une peau sur laquelle s'exercer. Ce détail a de l'importance parce qu'il capture quelque chose d'essentiel sur ce qu'il est, un homme qui a passé toute sa vie d'adulte à apprendre les choses par lui-même, refusant d'accepter que des compétences disparues dans le monde devaient rester disparues. Le tannage de la cervelle est le processus d'assouplissement des peaux animales à l'aide du tissu cérébral de l'animal travaillé dans la peau pendant des heures et des jours de travail, par une séquence d'étirement, de fumage et de conditionnement qui produit une peau de daim si souple que l'on peut y souffler de l'air comme dans un tissu. Tom a décrit le produit fini comme étant tellement supérieur à tous les produits commerciaux fabriqués de nos jours que la comparaison n'a presque plus de sens. Il a appris à le coudre sans machine à la main, créant des chemises, des pantalons, des mocassins et des mitaines que les membres de la communauté du rendez-vous de l'homme des montagnes, les historiens vivants et les praticiens des techniques primitives qui se réunissent chaque année dans tout le pays pour échanger des produits faits à la main et participer à des démonstrations de savoir-faire, ont immédiatement reconnu comme étant des produits authentiques. Avant que l'émission de télévision ne le trouve, Tom et Nancy se rendaient à 1 ou 2 rendez-vous par an, et ils s'épuisaient dans les semaines, précédant chacun d'eux tannant autant de peaux qu'ils le pouvaient, puis vendant tout à l'événement pour 3 ou 4 000 $, afin de couvrir les dépenses de la saison à venir. Il a déclaré à un intervieweur dans 2013, « Nous n'avons jamais fait que de maigres choses. Nous n'avons jamais gagné 20 000 $ en un an. » Il l'a dit sans se plaindre. C'était un constat sur une vie qu'il avait complètement choisie. Ce qui a tout changé, c'est un appel téléphonique d'une société de production appelée Warm Springs Productions, basée à Missoula. Le voisin de Tom, un pourvoyeur de pêche nommé Tim Linan qui avait fait ses propres travaux pour la télévision, avait recommandé Tom comme quelqu'un qui méritait d'être filmé. Le résultat fut Mountain Men, dont la première a été diffusée sur History Channel le 30 et 2012, avec un épisode intitulé « Winter is Coming », qui a attiré près de 4 millions de téléspectateurs. Tom Orr avait 68 ans lorsque l'émission a débuté. Il apparaît aux côtés d'Eustace Conway, un défenseur de la nature en Caroline du Nord, et de Marty Majorotto, un trappeur basé en Alaska, dans un format qui suit chaque homme tout au long d'une saison de défis de survie dans un terrain véritablement isolé. L'émission a connu un succès immédiat. Mountain Men
à exploiter quelque chose que beaucoup de gens qui regardent la télévision dans le confort de leur maison chauffée et de la bande passante ont en tête. Une manière différente d'être en vie, plus ancienne et plus physique et plus directement liée aux conséquences que le monde dans lequel vit la majorité du public. Les segments de Tom ont toujours été ceux dont les fans parlaient le plus. Non pas parce qu'elles étaient les plus dramatiques, mais parce qu'elles semblaient les plus réelles. Il n'avait pas de mode performance. La caméra le découvrait penché sur une poutre d'écharnage par un vent de février, travaillant une peau de cerf avec le plat d'un outil en os. Et il continuait simplement à travailler et à parler pendant qu'il travaillait. Et ce qu'il disait était la même chose que ce qu'il aurait dit à un voisin. Il a dit un jour à la caméra, et il le pensait comme un enfant pense quelque chose de Noël. L'émission a duré 14 saisons. Tom Orr est apparu dans tous les épisodes, devenant finalement avec le départ d'Eustace Conway et l'absence de Marty Maiorotto, le dernier des 3 acteurs originaux encore en vie. Au cours de ces saisons, les caméras l'ont filmé en train de construire un bateau traditionnel à partir de branches de saule et d'une peau de taureau. Ils l'ont capturé en train de chasser l'élan dans la campagne où la neige était épaisse et la température inférieure à 0 et où un faux pas dans le mauvais drainage pouvait signifier une nuit dans des conditions qui tueraient une personne non préparée sans grande cérémonie. Ils ont capturé Nancy en train de suivre le rythme à ses côtés, accomplissant le travail physique du tannage du perlage et de la collecte de bois de chauffage avec la compétence constante de quelqu'un qui a compris depuis 40 ans que la vie qu'ils ont choisie n'a pas de marge pour qu'une personne puisse la porter seule. Et ils ont capturé à la manière dont la télé-réalité bute parfois sur un véritable documentaire, la lente prise de conscience de 2 personnes vieillissant dans un endroit qui ne permet pas de vieillir avec élégance. La conversation sur la question de savoir si Tom et Nancy quitteraient le yacht a commencé dans l'émission dès la 2e saison, lorsque la pire saison des incendies de Mémoire d'homme a menacé de brûler la vallée. Avec la fumée dans l'air et les flammes sur les lignes de crête, Chad, le fils du premier mariage de Tom qui vit en Floride, a exhorté son père et Nancy à venir dans le sud. Tom s'est rendu à Ocala à visiter des communautés de retraités et s'est assis sous le porche, sous le soleil de Floride, en essayant de s'imaginer vivre ainsi. Il a déclaré à un journal local « M'asseoir sous le porche pour lire le journal n'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Je ne veux pas de ce genre de retraite. » Nancy a dit aux journalistes que le paysage de la Floride ressemblait à une autre planète. Ils sont rentrés chez eux. Le feu a reculé. La cabane était toujours debout. Les lignes de piège attendaient. Ce schéma, le monde extérieur pressant Tom et Nancy, tenant la ligne, la nature sauvage inchangée et indifférente, se répétera sous diverses formes au cours de toutes les saisons suivantes, devenant la colonne vertébrale calme et émotionnelle de la série. Ce ne sont pas les ours ou les loups qui ont retenu l'attention des téléspectateurs, mais l'homme et sa femme dans leur cabane, dans leurs 66 ans, faisant le même travail qu'à 40 ans, face à un paysage qui n'avait aucun intérêt particulier à leur faciliter la tâche. Killy, la fille de Tom Orr, est morte le 26 avril 2015, Elle était âgée de 49 ans, était née à Rockford et avait ensuite vécu à Saint-Pétersbourg en Floride, où elle travaillait dans la vente de produits médicaux. Sa notice nécrologique mentionnait ses survivants, son père Tom Orr, sa mère Jan Fraser, son frère Chad. Elle est née le jour de la Saint-Valentin, date à laquelle des années plus tôt le taureau nommé Woolly Bugger avait failli tuer son père. Aucun document ne permet de savoir si Tom a parlé de sa mort en public dans l'émission ou en dehors. Il n'est pas du genre à parler de son chagrin devant les caméras. La perte est simplement présente dans le dossier, un détail d'une vie qui a contenu plus de beauté et de dévastation que la vie de la plupart des gens. Et cela a été vécu tout au long avec un refus particulièrement silencieux d'interpréter l'une ou l'autre pour un public. Vers 2022, le corps qui avait traversé des arènes de rodéo et des hivers sauvages et 40 ans de transport de bois et de traînage de pièges à castor dans l'eau glacée, a finalement envoyé un message qui ne pouvait pas être ignoré. Tom s'est réveillé une nuit en haletant. Il s'est rendu à Libye seul dans le noir avec Nancy à la maison où les médecins ont diagnostiqué un affaiblissement du cœur et une accumulation de liquide dans les poumons. Ils l'ont renvoyé chez lui avec des médicaments et un défibrillateur, un appareil externe porté contre la poitrine qui peut redonner le rythme au cœur en cas d'arrêt cardiaque soudain. La veste est un élément de technologie médicale conçu pour les personnes qui vivent à proximité des salles d'urgence et qui peuvent être rejointes par une ambulance en quelques minutes. Tom Orr vit à 8 km de l'hôpital le plus proche et n'a pas de réseau cellulaire.
La veste défibrillateur est ce qui se trouve entre lui et les mathématiques de cette situation. Il a dit à la caméra avec une véritable surprise dans la voix même après le diagnostic « Je n'ai jamais eu de problème de santé ». Nancy l'a regardé d'une manière qui indiquait que cette histoire de cœur avait changé le calcul de tout. C'était le cas. Elle a commencé à assumer davantage de tâches physiques. L'équipe de production de l'émission a commencé à contourner ses limites d'une manière que le montage dissimulait. L'homme qui avait dit un jour qu'il serait probablement retrouvé mort au-dessus du bloc d'éviscération était toujours au bloc d'éviscération. Mais les médecins le savaient, et Nancy le savait, et d'une certaine manière Tom le savait, et les caméras continuaient à tourner. La chaîne History Channel a annoncé en août 2025 que la saison 14 de Mountain Men serait la dernière saison de Tom Orr. Le communiqué de presse, avec son langage d'entreprise et son cadre promotionnel, le décrivait comme une icône et son départ comme un tournant décisif. Ce qu'il décrivait en réalité, c'était un homme de 82 ans souffrant d'une maladie cardiaque avérée et vivant dans l'une des vallées les plus reculées, les plus rudes et les plus inaccessibles d'un point de vue médical de la partie continentale des États-Unis, qui décidait ou était guidé vers la décision que 14 saisons c'était assez. La dernière émission spéciale intitulée Mountain Men Tom Orr's Secrets from the Wild a été diffusée le 19,2025 novembre. Lorsque quelqu'un l'a interrogé sur la retraite, il a répondu qu'il était difficile d'abandonner quelque chose que l'on aimait vraiment faire. Il ne parlait pas de l'émission de télévision. Il parlait des lignes de piège des pots du bois de chauffage et des matins dans une vallée où le ciel à l'aube d'un hiver dans le Montana est d'une nuance de gris spécifique qui signifie que la température est quelque part en dessous de -10, que les animaux sont en mouvement, et que la journée va exiger tout ce que l'on a. Il parlait de la vie, parlait. La question de savoir si la vie continue après le départ des caméras n'a pas encore de réponse publique. Nancy l'a dit plus d'une fois suffisamment fort pour que le journal local du Montana l'ait imprimé. Nous aimons le Montana. Ce que Tom Orr a toujours compris et ce que les gens qui le regardent comprennent même s'ils ne peuvent pas vraiment expliquer pourquoi, c'est que la vie qu'il a choisie n'est pas une performance d'authenticité. Il ne s'agit pas d'une marque de style de vie ni d'un fantasme de survie adopté après une mauvaise semaine au bureau, mais d'un homme qui à l'âge de 15 ans s'est rendu en autostop à son premier rodéo avec une corde de taureau et un sac de montage, sans aucune certitude que tout cela allait fonctionner, et qui a passé les 6 décennies suivantes à suivre exactement la même impulsion. La volonté d'aller dans un endroit difficile avec une préparation inadéquate et de se débrouiller une fois sur place. La cabine du yacht est la destination finale de cette impulsion. Le bronzage du cerveau appris à partir d'un livre à $3 en est la dernière expression. Le gilet défibrillateur est porté sur une vieille chemise de flanelle dans un Montana. Le deuil est la complication la plus récente d'une vie qui a toujours été pleine de complications que Tom Orr a abordé de la même manière qu'il a abordé le taureau nommé Woolly Bugger en restant en place le plus longtemps possible et en se relevant quand c'était fini. Il y a une façon de lire le titre de cette histoire. À 83, la vie de Tom Orr est triste. C'est de la pitié. L'isolement, le déclin physique, le danger, le trajet de 80 miles vers un hôpital, seul dans le noir, les genoux du rodéo, la fille morte trop tôt, les lignes de piège qu'un homme de son âge n'a rien à faire dans un pays aussi froid, la lente arithmétique d'un corps qui a été durement utilisé pendant 8 décennies, approchant la limite de ce que les corps peuvent absorber. Cette lecture, c'est disponible, et les personnes qui ont recherché ce titre sur YouTube l'ont fait en partie parce que quelque chose dans cette lecture résonne avec une peur réelle. La peur d'être laissé seul avec une vie que vous avez choisie lorsque vous étiez encore assez fort pour la gérer et de devoir ensuite continuer à la choisir au fur et à mesure que la force diminue. C'est une peur réelle et humaine, et l'histoire de Tom Orr la touche. Mais il y a une autre lecture, et c'est celle qui explique pourquoi Eustace Conway, Marty Maiorato et des dizaines d'autres membres de l'équipe de Mountain Men sont venus et repartis, alors que Tom Orr a continué à apparaître saison après saison dans cette même vallée, aux côtés de cette même femme, devant ce même panneau, au-dessus de la porte. Il est libre de vivre comme il l'entend. Il l'a fait. À 15, se rendant à son premier rodéo. À 38, chargeant un vieux camion GMC avec tout ce qu'il possède. À 68, laissant une équipe de tournage le suivre à travers l'hiver du Montana. À 83, toujours à la poutre de chair dans le froid, toujours à vérifier ce que le Père Noël a apporté. La tristesse est réelle, la liberté aussi. Et dans la vallée de la rivière Yaak, dans une cabane en rondin
que deux personnes ont construites à la main et qu'elles ont refusé de quitter ces deux choses, ont toujours vécu dans la même maison.